et vos professeurs, mais il se pose un problème aussi d'équipement. On reproche très souvent aux Congolais de faire confiance au matériel qui vient plutôt de Chine que de l'Europe occidentale. Est-ce que vous avez des connexions un peu aux États-Unis, en Europe, dans d'autres pays? Est-ce que vous avez des correspondants, d'autres universités qui travaillent avec vous? Oui. Aux États-Unis, comme ici en Afrique et en Europe, nous avons des correspondants avec qui nous travaillons. Et bientôt, en ce mois de mai, nous allons, une délégation de l'ISIPA sera aux États-Unis, parce qu'une grande université américaine nous a proposé un partenariat d'échange de professeurs, de programmes, d'étudiants. Nous le faisons déjà avec nos amis de Namur. En Belgique. En Belgique. Et de l'UCL aussi. Donc ce partenariat, je ne sais pas, nous avons un professeur même qui vient des enseignements à Matadi, il est là, de l'UCL, il est docteur en informatique. Il est arrivé, il a fait ses enseignements ici, il est à Matadi également, à Matadi. Donc bref, ces échanges-là font qu'aujourd'hui, nous comprenons le langage de la mondialisation. Alors, la dernière question avant que Karine arrive, est-ce que le succès de l'ISIPA aujourd'hui ne va pas conduire cet institut à embrasser trop d'étudiants et à moins viser sur la qualité? Parce que le professeur disait dans le témoignage tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université, mais quand on arrive dans les amphithéâtres, on a 400, 500 étudiants. Est-ce qu'il y a un volet recrutement, un volet test d'admission? Oui, c'est vrai que nous organisons des tests d'admission chaque année, mais embrasser... Est-ce que vous n'êtes pas victime de votre succès? Non, pas du tout, parce que nous sommes restés stables 37 ans d'Iran. Nous avons fonctionné sans discontinuité. Nous avons travaillé sans discontinuité. Et à ce jour, aucune improvisation n'est possible chez nous. C'est continuer à tourner. Et plutôt, nous nous améliorons pratiquement chaque année. Karine Gaboutoudou, journaliste au féminin, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'étudiantes qui s'intéressent à l'informatique, qui sont inscrites à l'ISIPA. Vous avez le président fondateur de l'ISIPA et vous avez 15 minutes. Martin Kanda, bonjour. Bonjour. L'université Les Creusets du Savoir, vous en conviendrez avec moi. Oui. Quel peut être, à votre avis, l'apport de l'université congolaise dans la reconstruction d'un pays voulu émergent à l'horizon 2030 comme le nôtre? Merci, madame, pour la question. L'apport de l'université, c'est même la clé qui doit faire que notre pays émerge. Parce que vous savez qu'aucun pays au monde ne peut vous céder son savant pour vous aider à quoi que ce soit. Il appartient à l'université congolaise de produire les éléments, de produire les cadres de qualité, les cadres compétents. Ces cadres poussent le développement à travers la maîtrise. Notamment, il y a beaucoup de secteurs, parlons de la médecine, les médecins, on comprend notre pays, en a grandement besoin et des médecins de qualité. Les avocats, le jury, le magistrat, les économistes, ce sont les produits qui viennent de l'enseignement supérieur. Les informaticiens, comme nous en avons ici besoin, les techniciens de différents domaines. À l'ISTA, à l'UPN, à l'ISC, à l'ISIPA, à l'IPC. Mais est-ce qu'il y a un travail de connexion avec d'autres instituts supérieurs? Vous parlez de l'ISTA, il y a aussi vos concurrents un peu de la place. Est-ce que ça vous arrive de vous retrouver pour peut-être proposer des programmes communs? Oui, mais nous le faisons déjà. Vous allez trouver à l'ISIPA les compléments que nous apportons à nos amis de l'ISTA. Et ce qu'ils apportent font que nous avons mis sur le marché beaucoup de produits. C'est vrai, comme vous l'avez fait remarquer tantôt, que nous avons gardé silence des grandes découvertes que vous avez eu à faire. Oui. C'est l'une des plus grandes productions audiovisuelles que vous faites aujourd'hui sur la place publique. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, vous n'avez pas fait raison. Vous avez vu
que l'équipe qui a suivi ISIPA a eu à montrer, à filmer, c'est une de nos grandes réalisations. Donc, avec un enseignement dont la qualité est de plus en plus décriée par tous, vous pensez que ces cadres universitaires qui sortiront de vos universités, justement, pourront apporter quelque chose de considérable, une contribution considérable à la reconstruction de notre pays? Les mots qu'on me reproche, on dit l'enseignement au rabais, enfin on ne parle pas de pas, mais d'une façon beaucoup plus globale. Comment vous allez faire pour faire la différence, un peu pour compléter ce dit Karine? Oui, comment faire pour apporter la différence? Moi, je sais que j'ai toujours dit, et même redit aux étudiants, de ne pas considérer le temps libre pour eux. Ils doivent être occupés. Et comment les occuper? Il faut les occuper par le pratique professionnelle, par les travaux donc, de recherche qu'ils doivent maîtriser. Et quelquefois, lorsqu'on acquise nos universités, moi je pense que ce qu'il faut aux encadreurs, au comité de gestion, aux professeurs et les autres, c'est de réfléchir sur l'utilisation correcte de nos laboratoires. Il est incompréhensible qu'un étudiant puisse simplement s'arrêter à des théories sans fin, comme nous disons. Quand l'étudiant connaît la pratique, connaît l'importance des laboratoires et des recherches, vous ne le verrez pas perdre son temps dans la rue. Donc les professeurs devraient plutôt avoir le temps d'enseigner et de s'occuper de ceux qui veulent encore étudier, de ceux qui veulent encore fréquenter nos universités. Je reste dans ces chapitres. La qualité de l'enseignement est en baisse dans nos universités, les universités congolaises. Et je suis impressionnée chaque fois que je passe devant les différentes extensions de l'ISIPA. J'aperçois des curiels, des belles filles. Comment vous faites pour éviter à vos enseignants de succomber à la tentation devant toutes ces belles créatures? C'est aux étudiants ou aux professeurs? Comment éviter aux enseignants, aux professeurs, justement, de succomber à la tentation? Oui, auprès de mon cabinet, parmi mes conseillers, il y en a un qui est chargé de l'éthique et de la déontologie. Je crois qu'il doit être dans la salle aussi. Il est là, il est déjà intérimaire. C'est justement par ces moyens, nous essayons de faire comprendre et aux enseignants et aux étudiantes qui sont venus pour apprendre. C'est vrai que quand nous apprenons, ce sont des hommes, ce sont des femmes, qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, nous n'arrêtons pas. Nous préférons toujours prévenir que venir agir avec retard. Donc, et puis la fille aussi, elle doit se sentir occupée. Elle travaille, elle n'a pas le temps de penser à ça. Aussi, ce sont des adultes, ce sont des majeurs. Nous n'avons pas à nous ingérer dans leur vie privée. Mais... Vous voulez donc dire que les points sexuellement transmissibles, par exemple, les harcèlements sexuels dans les milieux universitaires, ça n'existe pas à l'ISIPA? Je viens de vous dire que nous avons un chargé d'éthique et nous faisons en sorte que cet harcèlement n'ait pas lieu. En créant l'ISIPA il y a 35 ans, M. Martin... 37 ans. 37 ans, pardon. Ouais. En créant l'ISIPA il y a 37 ans, exactement, quelles étaient vos motivations profondes? Vous faire beaucoup d'argent, tout simplement, ou aviez-vous d'autres visées? Oui. D'abord, je vous dis que ce n'était pas pour faire beaucoup d'argent. Vous êtes très riche à ce qu'on dit. Là, je paraphrase mon prédécesseur, Patin Kéry. Je ne saurais pas vous répondre, mais l'objectif d'abord de l'ISIPA, je vous ai dit qu'en ses débuts, les années 75, il y avait un nouveau vent qui soufflait. L'information, qui est un élément de base, c'est comme de l'essence, comme des carburants dans un véhicule, est tenté de subir une autre façon de traiter, une autre manière de véhiculer non seulement des messages, mais des données. Et l'ordinateur était devenu un outil principal pour ces traitements. On ne pouvait plus se contenter de la tête pour des calculs, c'est pas moi, pour les stockages d'informations. C'était débordant. Il fallait
plus, l'électronique est venue au secours. Parce que l'ordinateur était là, était inventé justement pour s'occuper de ces différentes fonctions-là, le traitement, l'information, de la récupération, tout comme la modification. Et ça se faisait par des secondes. Le temps-réponse exigeait qu'il y ait un changement. Or, il se fait que chez nous, nous avions encore ces problèmes, que ce soit dans la territoriale, que ce soit dans la fonction publique, la paye problématique, la gestion du personnel problématique, hein, parce qu'on n'était pas à mesure de trouver l'efficacité. Vous aviez le système de matricule, les accréditifs à l'époque, où ça sortait zéro parce que bon, l'opérateur fatigué. Je vais quand même en vouloir à Karine, si elle me permet. Ceux qui nous suivent à l'étranger, notamment, vont se poser la question, mais si M. Kanda nous explique tout ça, comment expliquer que l'administration congolaise, par exemple, n'est toujours pas entièrement informatisée? Nonobstant le diplôme d'État qui a été informatisé, où on donne des résultats maintenant quelques jours juste après, comment expliquer par exemple que la bancarisation c'est seulement maintenant? Est-ce qu'il manque des chercheurs congolais qui travaillent en symbiose avec le gouvernement pour que la RDC, maintenant avec la fibre optique, soit aussi au rendez-vous? Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi il n'y a pas de ces connexions? Moi je pense qu'il y a un problème de volonté politique parce que au sein de l'ISIPA, nous avons lutté depuis à l'époque de la BCT d'abord. On nous contestait les diplômes, et puis finalement, bon, il faut ne pas tout dire sur la... Aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe justement de la direction de l'informatique au niveau de la fonction publique. Oui. Et je crois qu'il est de là, ça. C'est la première promotion des ingénieurs. À l'ISIPA, il est là, professeur Mateta. Donc vous voyez, quelque part, nous avons placé. Et ça n'a pas été... Vous n'êtes pas imposé au niveau de l'État? Non, par le travail, oui. Nous avions montré que ces méthodes étaient... Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes à mesure. Je ne sais pas pourquoi on va recourir à l'extérieur. Oui, parce qu'on voit des cabinets qui arrivent avec des équipements à chaque fois qu'il y a des manifestations. Moi, j'ai dit que c'est inutile parce que nous sommes à mesure justement de répondre. Même dans les opérations électorales, les fichiers sont là, les travaux sont là. Vous êtes une personne vivant avec handicap. Vous êtes d'ailleurs le président des personnes vivant avec handicap dans notre pays. Votre état n'a jamais été un frein à vos ambitions. Quel est votre secret, Martin Ekanda? Avez-vous rencontré des difficultés de parcours? Si vous pouvez nous en parler. Les difficultés, on les rencontre, hein. Mais on est fait pour surmonter. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Qui pleurniche? Non, pas du tout. Quand il y a un obstacle, je fais tout pour franchir l'obstacle. C'est comme ça que je vous dirais que si aujourd'hui vous me dites, allons nous retrouver au 100e étage, vous me trouverez, mais vous ne savez pas comment je vais aller. Bien. Mais justement, l'optimisme là qui est le vôtre, Martin Ekanda, est-ce que c'est un optimisme, on va dire, est-ce que vous avez vu les féticheurs qui vous donnent l'adrénaline, ou est-ce que vous avez fait de la magie blanche? Et comment expliquer que ça marche seulement pour vous? Ben, il y a beaucoup de gens qui ont l'handicap, mais c'est un peu difficile. Ce n'est pas moi, je crois que je ne sais même pas les fétiches et les histoires. Moi, je pense que tout c'est dans la détermination, le travail. Je sais que c'est quelque chose qu'on s'est forgé dans mon caractère de refuser de pleurnicher. J'ai connu cette étape-là de la vie. Il m'est arrivé au début de savoir, et même de refuser d'être ce que j'étais. Ah oui. Après, je me suis dit, mais pour que je peux pleurnicher du matin au soir, qu'est-ce que cela changera en moi? Pas grand-chose. Ben, j'ai positivé tout simplement. Et puis, je crois vraiment, je suis profondément croyant. Et je crois en Dieu, c'est peut-être ça le secret. Le fétiche pour moi. C'est le fétiche, c'est la prière. Jésus-Christ. Karine. Vous êtes un homme visiblement ambitieux. Dites-nous, c'est quoi la prochaine étape? Un homme déterminé, très ambitieux. Après l'ISIPA, avez-vous d'autres rêves? Politicien peut-être? Non, pas du tout. Ministre? Surtout pas. Là. Pourquoi? Surtout pas. De toute façon,
J'envisage, ça c'est mon point de vue, de rendre l'informatique avec une vision panafricaine. C'est-à-dire, nous devons arriver à produire parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour donner un caractère congolais dans l'informatique. C'est ça, je pense... avec des logiciels made in Congo. Avec les logiciels made in Congo, et nous allons y arriver. Je sais que mes professeurs sont là, ils en ont déjà, mais attendez le grand jour, on vous dira qu'est-ce qu'ils n'hésitent pas à fabriquer. Avec des brevets à partir. Merci beaucoup, Karine. Merci. On va terminer cette émission avec le dernier journaliste, parce qu'il y a l'étudiant qui va nous rejoindre également, mais j'aimerais quand même, parce que vous avez dit que vous êtes très croyant, oui. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez fait dans votre vie que vous regrettez? Martin Kanda, ça c'est la première question. Deuxième question, quelle est la plus grande possession que vous avez? Au-delà de votre famille, bien sûr. Oui, je vous ai dit que j'étais croyant, c'est vrai. Et ce n'est pas simplement des mots. En moi-même, je crois sincèrement en Dieu. Et je sais que j'ai un seul Seigneur qui me permet de vaincre tout ce qui est obstacle devant moi. Alors, quelle erreur, en fait, quelle faute ou quelle chose vous avez faite qui vous regrettez? Faute, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas. Ah bon? D'accord. Harold Zebadibanga, qui va nous rejoindre, RTGA, journaliste, il est juriste par ailleurs. C'est une des participations en fauteuil blanc. Et là, vous avez le patron de l'informatique en RDC. Il est à vous. Martin Kanda, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. En tout cas, je vais bien. En fait, lorsque nous parlons de la science, on retiendra que tout nouveau paradigme est un convoi funèbre pour toute théorie précédente. Aujourd'hui, on parle de nouvelles techniques de l'information et de la communication qui marchent intimement avec ce que d'aucuns appellent fibre optique. Si le gouvernement de la République vous consultez pour un conseil pour l'avènement de ce qu'on appelle fibre optique aujourd'hui, quel est le conseil que vous donnerez? En d'autres termes, quelle est la portion magique que le promoteur de la première institution d'enseignement supérieur et universitaire en informatique en République démocratique du Congo peut donner par rapport à ça? Oui, nous devons reconnaître une chose, la fibre optique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis les années 57 et 56 que cette technique de transmission, ce support qui est fait du sable pratiquement, il a ses avantages, ses inconvénients. Problème de fiabilité, problème de vitesse, rapidité et les coûts surtout. On dit que c'est la réponse à tout. La réponse à tout, c'est important, c'est vrai. Mais quelque part, il y a aussi des grands inconvénients peut-être minimisables. Oui. Oui, mais moi je conseillerais, c'est vrai, pour les besoins de la cause. Parce que quand on parle de nouvelles technologies et tout, il y a l'Internet, il y a la télécommunication, il y a tout ça. Donc si nous voulons nous engager sur cette voie, autant utiliser la fibre optique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans notre pays, côté Internet, nous sommes encore dans un stade embryonnaire. On est des bébés. On est des bébés. Parce qu'il nous manque ce support-là, justement, pour nous faciliter le volume, le port de ces différentes informations. Donc, je conseille à notre pays, mais les grands problèmes, c'est les études qu'on fait en rapport avec ces différentes acquisitions dans cette option de NTI. Mais parce que vous ne voulez pas être ministre, si le gouvernement Matata vous consulte comme expert, vous allez quand même accepter? Oui, mais je ne voudrais pas encore dire parce que bon, je ne vois pas comment ils vont me consulter. Je ne veux pas raisonner, je ne veux pas imaginer. Parce que je connais des choses. Problème de fiabilité, problème de vitesse, rapidité et les coûts surtout. On dit que c'est la réponse à tout. La réponse à tout, c'est important, c'est vrai. Mais quelque part, il y a aussi des grands inconvénients peut-être minimisables. Oui. Oui, mais moi je conseillerais, c'est vrai, pour les besoins de la cause. Parce que quand on parle de nouvelles technologies et tout, il y a l'Internet, il y a la télécommunication, il y a tout ça.
Donc si nous voulons nous engager sur cette voie, autant utiliser la fibre optique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans notre pays, côté Internet, nous sommes encore dans un stade embryonnaire. On est des bébés. On est des bébés. Parce qu'il nous manque ces supports-là, justement, pour nous faciliter le volume, le port de ces différentes informations. Donc, j'ai conseillé à notre pays, mais les grands problèmes, c'est les études qu'on fait en rapport avec ces différentes acquisitions dans cette option de NTI. Mais parce que vous ne voulez pas être ministre, si le gouvernement Matata vous consulte comme expert, vous allez quand même accepter. Oui, mais je ne voudrais pas encore dire parce que bon, je ne vois pas comment il va me consulter. Je ne veux pas raisonner, je ne veux pas imaginer. Parce que je connais des choses. Vous avez dit, je suis à l'Union africaine, donc je sais comment les choses se passent. Oui, oui. Nous avons, c'est vrai, un grand effort à faire dans notre pays pour que nous puissions réfléchir, nous approprier, comme vous l'avez fait. L'information, c'est une bombe. Et nous ne devons pas nous permettre de laisser nous échapper certaines choses. Les réalités de notre pays, on ne connaît pas. Donc vous êtes en train de dire que Martin Kanda est plus reconnu au niveau africain, au niveau international, que dans son propre pays. Oui, ça c'est vrai. Sur le plan international, je vous dis, je suis une grande autorité. Donc il faut que le Congo se rattrape. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement. Un tout petit peu quand même. Hein? Harold Badibanga. Voilà, des éloges c'est bien bon sur le plan national, sur le plan international, pionnier de l'informatique en République démocratique du Congo. Nous n'en disconvenons pas, Martin Kanga. Mais est-ce que le grand honneur que vous faites à la République démocratique du Congo, c'est de venir utiliser ce qui est inventé ailleurs, alors que vous n'avez peut-être rien inventé? Est-ce que depuis que l'ISIPA existe, vous avez inventé quelque chose, si même pas vous, mais vos services, en tant qu'ISIPA, ont inventé quelque chose que la République démocratique du Congo peut aujourd'hui présenter et s'enorgueillir à la face du monde? Ben oui. Et c'est quoi? Le programme d'enseignement que vous avez aujourd'hui. L'enseignement. Vous estimez que le programme d'enseignement en informatique n'a jamais existé ailleurs? Lorsque nous parlons d'invention, nous parlons en termes d'outils informatiques. Sinon, tout ce que vous utilisez est importé ailleurs. Vrai ou faux? Tout ce que nous utilisons ne vient pas d'ailleurs. De la RDC? Non. Et par vous? Nous avons fait un effort. Je sais répondre, M. Kanda, je le protège. Ce qui est vrai, parmi toutes les découvertes, toutes les recherches que nous avons effectuées jusqu'à ce jour, certains ont aidé notre pays à décoller, à nous retrouver quelque part. Vous vous rappelez qu'à l'arrivée de l'ISIPA, nos universités avaient dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Laquelle? Que l'informatique n'est pas faite pour l'université. Ah bon? Oui, mais aujourd'hui, l'informatique est à l'université. Autrement dit, à l'UNIKIN, à l'époque du NASA, il n'y avait pas de filière informatique. Non, pas du tout. C'est l'ISIPA qui a commencé. Il n'y avait pas de filière informatique. Donc votre côté pionnier commence par là. Commence par là, commencer quelque chose de ce genre, il faut qu'il y ait un programme. Il faut le préparer, il faut le concevoir et l'appliquer. Nous l'avons appliqué. Nous l'avons structuré à... D'abord, on avait le niveau de capacité en informatique, le niveau de gradué en informatique et la licence en informatique appliquée. Cette structuration, c'est une œuvre de l'ISIPA. Et de Martin Kanda. Et de Martin Kanda. Martin Kanda, nul n'est plus riche qu'il peut tout avoir et nul n'est plus pauvre qu'il peut tout manquer. S'il faut parler du concours dont l'ISIPA et vous-même avez besoin de la part du gouvernement de la République aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez voulu que le gouvernement de la République vous donne pour plus de perfection? Bon, si je veux parler du gouvernement, c'est trop dire. D'abord des services qui nous dérangent inutilement. Nous en avons énormément de services. Les impôts. Oh, ça, de toutes parts, je vous assure. Je reçois des papiers de tous les services. Monsieur le directeur général des impôts, vous êtes interpellé. Les ministres aussi, hein? Oui, mais même ceux qui ne sont pas concernés par les impôts, ils viennent nous quand écrivent pour qu'on puisse payer.
Et quand vous dites non, vous dites mais vous êtes trop riche. Mais je ne sais pas de quelle richesse. C'est une légende alors. Hein? C'est une légende. Dernière question, monsieur. Oui, la toute dernière question. Je ne veux pas parler de l'enseignement supérieur et universitaire in globo. Je parle particulièrement de l'ISIPA parce que je suis devant son promoteur. Qu'est-ce que Martin Kanda fait pour mettre fin à tous ces fléaux qui ruinent les SU dans l'ensemble et sûrement l'ISIPA ne déroge pas à la règle. Je parle ici de ces que d'aucuns ont parlé, les points sexuellement transmissibles, la corruption, mais aussi le phénomène les enfants d'abord. Les enfants d'abord, qu'est-ce que Les enfants d'abord, c'est-à-dire les enfants des professeurs, qu'ils soient intelligents ou pas, ils doivent distinguer pour figurer sur la liste d'assistants. Ça, on ne le savait pas. Mais les professeurs qui n'ont pas des enfants, comment ils font? Ah, mais ils ont des cousins, des belles-sœurs et des copines. Bon. Monsieur le promoteur. Merci beaucoup. Moi, personnellement, quand je parle aux étudiants, dernièrement, nous avions une offre qui est venue de la société Tata Mahindra, quelque chose comme ça. Ils cherchaient 50... Société indienne. Je suis allé voir les étudiants. J'ai organisé rapidement un test de recrutement. Je leur ai dit, voilà une occasion où vos diplômes ne sont pas demandés. Prenez un morceau de papier, prenez de quoi écrire. Eh bien, vous allez répondre. Et j'ai continué à leur dire, à dire aux étudiants, chaque fois que l'occasion m'est donnée, vous ne serez jamais aidé par le point où, comme vous le dites, sexuellement transmissible ou par la corruption pour ce qui concerne les garçons. Les enfants d'abord. Ça ne vous aidera pas du tout. Veillez, si vous ne pouvez pas, ne pas réussir, reprenez l'année. C'est votre tête. Si vous estimez que vous n'avez pas suffisamment de la matière, reprenez l'année. Ça ne sert à rien de courir et vous allez vous retrouver au chômage. Parce que les papiers ne viendront jamais travailler pour vous. Donc ça ne vaut pas la peine. Je n'ai reçu de pression de tout genre. Et vous avez le comité d'éthique, votre conseiller, qui vous travaille pour ça. Le comité de gestion aussi veille pour ça. Voilà. Dernière question, non? Oui, la dernière. Une toute petite dernière question. C'est qu'en Afrique, généralement, on ne prépare pas la relève. L'ISIPA fait ce qu'il fait comme succès aujourd'hui. Que deviendra-t-il après Martin Kanga? Il le gère en despote ou il prépare la relève? Les dauphins de Kanda, c'est qui? Quand il va se reposer et puis dire voilà, continuer la relève. Moi, en tout cas, je ferai comme mon père. Hein. Que chaque enfant se débrouille. Non, on lui a posé cette même question. J'étais avec mon jeune frère dans un repas. On lui a dit, papa, qui est votre successeur parmi vos enfants? Il s'est énervé, il a cessé de manger. Ah. Merci, monsieur. Allez vous installer. Bon, merci beaucoup. On va terminer avec un étudiant parce que la jeunesse s'intéresse aussi à la marche du pays. Vous avez le fondateur devant vous. Ouais. Votre question. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Pourquoi beaucoup d'étudiants perdent d'aller à l'UNIKIN, dans la faculté de Polytechnique ou des sciences, ils préfèrent l'ISIPA? Non, mais ça c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas qu'ils ont peur d'aller à l'UNIKIN. En tout cas, personnellement, je ne sais pas s'ils ont peur d'aller à l'UNIKIN. Parce que si vous fréquentez vos bâtiments, vous allez retrouver une foule d'étudiants par rapport à celle du l'UNIKIN. Ils cherchent peut-être le métier. Non, je pose au professeur. Oui, moi... ça ne serait pas un laisser aller là-bas, l'ISIPA? Non, pas du tout. D'ailleurs, tous ceux qui savent, l'ISIPA, ce n'est pas un problème de laisser aller. Moi, je crois que ceux qui viennent à l'ISIPA, ils sont très critiques avant d'accepter de venir. Parce qu'il y a la formation qui est bien dispensée. Et même certains qui sont venus par aventure, ils ont vite rendu compte que ce n'était pas leur place. Moi, j'en connais beaucoup qui sont venus en maintenance, ils ont fui les mathématiques. Ils ont fui la rigueur dans, la pratique. Ils pensaient que venir en maintenance, c'est venir réparer les ordinateurs, donc ça ne prend pas le temps, c'est ouvrir l'ordinateur et vous réparer. Non, c'est pas ça. Merci beaucoup. Pour terminer cette émission, Martin Kanda, j'aimerais quand même savoir, on a parlé beaucoup, vous êtes à l'aise, vous êtes quelqu'un qui a plutôt réussi votre carrière, mais est-ce que vous n'avez pas peur de la jalousie des autres? Vous n'avez pas peur que
c'est qu'ils vous trouvent en vous quelqu'un plutôt d'assis, de fomenter des coups contre vous. Comment vous prenez des précautions par rapport à ça? Non, merci. C'est une question pertinente plutôt qui va réveiller mon attention. Oui. Ah. Vous n'y avez pas pensé avant? Non, pas du tout. J'ai fait tout pour rendre service. Donc, je suis avec les jeunes. Donc, avec les jeunes, pratiquement, je suis à l'écoute et je continue à tout faire pour que je puisse satisfaire à leurs préoccupations. Cette émission sera suivie à l'étranger. Il y a beaucoup de vos compatriotes qui sont dans les domaines de l'informatique. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Ceux qui sont en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, vous leur dites quoi? Non, nous avons les mains tendues. D'ailleurs, beaucoup m'écrivent et ils sont prêts à nous apporter le concours. Ils sollicitent de venir nous seconder dans ce que nous faisons. Oui. Je leur dis merci. Et en tout cas, j'en reçois beaucoup de correspondances de leur part. Je les encourage. C'est votre pays, ISIPA est là, nous savons que nous travaillons. Et pour que notre pays aussi puisse regorger de cadres compétents, parce que les nouvelles technologies, c'est ce qui domine le monde aujourd'hui. Nous devons absolument être à la hauteur de gérer notre pays selon de nouvelles technologies. L'émission touche à sa fin. Je vous laisse 1 minute. Vous allez vous adresser aux étudiants, quelque chose que vous ne l'avez jamais dit, aux professeurs et surtout au président de votre pays. Vous avez la caméra qui est là. Il vous écoute. Aux étudiants, ce que je vais leur dire, c'est ceci. Ils nous ont fait confiance pendant que nous étions en train de leur proposer l'ensemble de nos services. Je voudrais vous dire aujourd'hui que vous avez frappé la bonne porte. Parce que demain, vous allez vous rendre compte que l'ISIPA, c'est vraiment l'université qu'il vous fallait pour votre avenir et vous ne serez jamais déçus. Aux professeurs, comme vous l'avez dit, c'est de continuer de tenir compte de toutes les remarques qu'on est tenté de formuler à l'endroit des professeurs qui sont à l'enseignement supérieur et universitaire. Il faut tenir compte de l'éthique. Il faut la recherche. Il faut être à la page. Vous êtes dans un monde de nouvelles technologies où à tout moment vous devez vous remettre en cause pour le savoir. Le président de la République, oui, qui vous suit, qui nous suit, d'abord, et je l'ai toujours répété, que ce qu'il a fait en nous dotant d'une personnalité juridique, je parle de l'enseignement supérieur, c'est que nous n'avons pas connu avant lui. Il a signé des décrets qui ont permis aujourd'hui à ce que ISIPA, par exemple, puisse s'ouvrir dans le monde. Parce que nous avons un statut qui nous permet aujourd'hui, grâce à ces décrets, de répandre notre savoir à travers le monde, surtout à l'Afrique. Et je lui dis merci et nous allons continuer à œuvrer. Je ne veux pas oublier de lui dire merci, surtout pour ce que tout le monde le sait. Nous avons failli être balayés. ISIPA. ISIPA, oui. Ah, par quoi et pourquoi? Eh bien oui, la destruction que nous avait brandée sur la tête. De votre bâtiment. De notre bâtiment, et vous voyez que c'était un joli bâtiment, et nous disons merci au président de la République. Merci beaucoup. Ainsi se termine votre émission. Nous allons vous donner rendez-vous la fois prochaine. C'était donc Fauteuil Blanc de M. Martin Kanda, le fondateur de l'ISIPA ici en République démocratique du Congo. Si vous avez des remarques, des contributions, n'hésitez pas sur votre chaîne et puis on va transmettre avec beaucoup de plaisir. En tout cas, bon courage, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez l'applaudir parce que l'émission est terminée. Merci beaucoup.